Élise Léon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est de la météo économique et sociale dont on va parler avec vous ce matin. Elle est agitée, elle également. Et d'abord, à commencer par ce dossier du Doliprane qu'on évoquait à l'instant et qui est un peu le symbole des difficultés de l'industrie française. On a appris hier qu'un nouveau fonds de pension, basé à Paris d'ailleurs, pourrait se porter acquéreur de cette filiale vendue par Sanofi. Certains à gauche, alors le gouvernement dit que la production restera en France, certains à gauche proposent de nationaliser purement et simplement l'entreprise. Qu'est-ce que vous dites, vous, à la CFDT ? Nous, on dit la filiale qui produit le Doliprane dans Sanofi s'appelle Opella et l'objectif de Sanofi, c'est faire de l'argent, c'est financiariser encore plus le groupe, et alors que c'est une filiale qui fonctionne extrêmement bien puisqu'elle a permis pour le groupe d'obtenir un peu plus d'1 milliard de résultats nets l'année dernière. Donc c'est une opération financière qui met en péril, de notre point de vue pour la CFDT, l'indépendance sanitaire. Et donc, comment on la contre ? Et donc, il ne faut pas que cette vente se fasse. Il n'y a aucun intérêt, aucune justification en termes d'indépendance sanitaire pour Sanofi de vendre cette filiale. Donc la CFDT, elle est claire, elle est dans le mouvement de grève. Elle se fait le porte-voix des salariés qui sont inquiets pour le groupe, qui sont inquiets pour leurs emplois et qui sont inquiets sur la qualité du produit aussi qui serait demain produit. Il ne faut pas, dites-vous, Madame Léon. Comment on fait concrètement ? On bloque la vente, on rentre dans le capital, on nationalise comme le propose la France Insoumise. Il peut y avoir. Non, la nationalisation, nous, c'est pas notre option. Je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion au conseil d'administration et qu'il y ait un renoncement à ce que cette filiale ne soit plus dans le groupe Sanofi et qu'il y a une importance à ce que dans la gouvernance, il puisse y avoir toujours une possibilité d'être dans les prises de décision. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une vente et des engagements qui soient tenus a posteriori. Sanofi, on le disait, est une entreprise qui va bien. Les défaillances d'entreprises en France ont atteint en revanche un niveau record sur les 12 derniers mois. Plus de 60 000 ont fermé. Alors c'est souvent des très petites entreprises, des artisans, des boulangers. Mais il y a aussi des secteurs qui souffrent, en particulier l'automobile. On est en plein mondial de l'automobile, ça c'est la vitrine. Derrière, il y a aussi des usines, par exemple celle de Poissy qui est menacée de fermeture pure et simple. Il y a un secteur aujourd'hui qui est en crise, des ventes en berne et une transition vers la voiture écologique, électrique, qui ne se passe pas bien. Qui se passe pas bien et moi je suis particulièrement... c'est un dossier que l'on a beaucoup suivi à la CFDT, sur lequel on s'est beaucoup engagé et sur lequel les employeurs n'ont pas du tout été au rendez-vous. C'est-à-dire ? Et vous évoquez la question des constructeurs, mais dans une filière et comme dans l'automobile, il y a des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte que sur une dizaine d'années, c'est 100 000 emplois qui ont été perdus sur la filière auto. Nous avons, dénombré 2500 suppressions d'emplois sur les 4 derniers mois. Des entreprises comme Valor, comme Valeo, comme Forestia, Forvia aujourd'hui, qui... sont dans des grandes difficultés parce qu'elles n'ont pas anticipé la question de la transformation écologique et l'anticipation de ce changement dans la production. C'est-à-dire que les constructeurs ont mis trop de temps à s'engager dans cette transformation et aujourd'hui, ils nous disent que le problème, c'est l'électrification du parc automobile. Mais vous voyez qu'il y a des freins, y compris, par exemple, à la Commission qui est en train de discuter du budget à l'Assemblée nationale, qui veut ne pas trop alourdir la fiscalité avec ce bonus qui serait mis sur les voitures les plus polluantes. Luca Di Meo, le patron de Renault, dit la même chose. Oui. Vous constatez aussi... C'est de leur responsabilité. Les constructeurs auraient dû engager la filière automobile de façon beaucoup plus proactive et rapide vers cette transformation vers l'électrique. Ils nous font exactement le même... C'est exactement le même scénario qu'à chaque fois qu'on leur donne des orientations qu'ils doivent tenir. Ils attendent le dernier moment pour dire qu'en fait, ça ne va pas être possible. Et en fait, ce sont des groupes qui ont beaucoup externalisé, qui ont gardé en France et en Europe uniquement des sites d'assemblage, parce qu'ils sont allés plutôt à la course au profit plutôt que vers la transition écologique. Mais vous avez peur qu'on revienne vers cette transition ? Moi, je ne veux pas que le gouvernement renonce. C'est une nécessité d'aller sur une décarbonation de la filière automobile. Il faut absolument y aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, comme nous l'avions dit il y a des années, ce sont les enjeux sociaux qui sont les variables d'ajustement, et donc ce sont les salariés qui trinquent, et c'est profondément injuste. Donc il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de solidarité entre les constructeurs et ces sous-traitants qui aujourd'hui payent plein pot en termes d'emploi cette transformation qui est pourtant
indispensable. Marie-Lise Léon, je reviens à votre regard, celui de la CFDT, sur la discussion du budget. Il y a une semaine, lorsqu'il a été présenté, le texte brut, en quelque sorte, vous avez dit, je vous cite, ça tape dur, en entendant le discours de Michel Barnier. Est-ce que vous dites la même chose alors que, encore une fois, les députés tentent, notamment sur la taxation des plus riches, sur la taxation de l'électricité qui serait retoquée dans un premier temps, sachant que le texte va revenir tel quel à l'Assemblée. Est-ce que vous sentez un infléchissement plus social de ce budget ? On en est au tout début des discussions. La Commission a commencé ses travaux cette semaine. La première version du gouvernement Barnier, je le redis, elle tape dur. Elle tape dur, notamment sur les plus précaires. Elle tape dur sur la question des arrêts maladie, sur les remboursements de ces arrêts. Elle tape dur sur les emplois, en termes notamment dans les fonctions publiques. On nous annonce 4000 suppressions d'emplois dans l'enseignement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas l'éducation nationale n'est pas en capacité de mettre un enseignant devant chaque classe. Excusez-moi d'apporter juste cette précision. Il est question donc d'abaisser le seuil d'indemnité en cas d'arrêt maladie. Pourquoi êtes-vous contre cette mesure alors qu'elle permettrait de faire des économies et peut-être de générer moins d'arrêts maladie, puisqu'il y a aujourd'hui un sujet là-dessus, il y a de faux arrêts maladie, il y a un coût estimé à 8 millions d'euros de ces arrêts de travail. Il y a une augmentation des arrêts maladie parce qu'il y a une augmentation de la population active. Donc, proportionnellement, c'est pas anormal qu'il y ait plus d'arrêts maladie. Si vous parlez des arrêts non justifiés, de complaisance parfois, ou moi rallongés. Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi les salariés, les agents des fonctions publiques s'arrêtent plus en 2024 que précédemment? Vous avez un début d'explication? Moi, j'ai un début d'explication. C'est que le problème, c'est que c'est le travail qui est malade. Ce ne sont pas les personnes qui décident de vouloir moins travailler ou, par complaisance, vont voir leur médecin en disant « J'aimerais bien, tu m'arrêtes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. » Ça n'existe pas, ça, Madame Léon? Ça existe, mais ça n'explique pas l'augmentation aussi forte des arrêts maladie. Et plutôt que de s'attacher aux causes profondes, on tape sur le portefeuille des personnes qui seront en grande difficulté, puisqu'elles auront moins de ressources en arrêt maladie, si ce budget passe, et j'espère qu'il y aura des amendements pour l'améliorer. Vous avez discuté d'ores et déjà avec la ministre du Travail sur ces sujets-là, et aussi sur l'assurance chômage et l'emploi des seniors, avec Michel Barnier. Comment vous jugez les premiers pas sociaux, entre guillemets, de ce gouvernement? Est-ce que vous sentez une écoute différente de ses prédécesseurs? Il y a une écoute attentive. Ils nous ont expliqué qu'ils voulaient redonner toute leur place aux partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on va passer aux travaux pratiques maintenant. Donc, allons-y. Et l'un des premiers travaux que l'on a, c'est la question de l'assurance chômage. De l'assurance chômage, de l'emploi des seniors. On nous redonne la main. Vous allez rediscuter avec les partenaires sociaux à partir de mardi prochain. On a pris rendez-vous. On va aller vite. On est dans une négociation flash. Il faut qu'on termine d'ici le 15 novembre. Et pour la CFDT, la priorité, c'est l'emploi des seniors, comment les entreprises prennent leurs responsabilités, ne licencient pas les seniors et embauchent des seniors. Et pour la retraite progressive, pour la CFDT, c'est dès 60 ans, sans obstacle, c'est-à-dire sans condition, pour que les personnes puissent être maintenues dans l'emploi le plus longtemps possible. Une retraite progressive à partir de 60 ans, c'est ce que vous allez défendre, notamment face au patronat, à partir donc de mardi prochain. Dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT. Bonne journée, et c'est la suite de Télématin.